Salam alaikum, bonsoir et bienvenue où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à notre podcast Regard sur le Sénégal, épisode numéro 6. Je suis Abdoulaye Timer. Cette semaine, le Sénégal politique nous offre quatre sujets qui se tiennent et qui se répondent. Le code électoral promulgué, Ousmane Sonko éligible en 2029. L'état-major de PASTEF réuni à la cité Keur Gorgui, un premier ministre qui se positionne. Le congrès PASTEF d'ici sous juin qui se profile à l'horizon Racine, le moment de vérité et le dialogue national du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Stratégie ou sincérité pour tout analyser. Je suis avec Racine Sadanyach depuis Cincinnati dans l'État de l'Ohio aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir Racine. Bonsoir Ablaï et bonsoir à tous nos auditeurs et téléspectateurs où qu'ils puissent être. Je suis prêt et pour analyser avec vous l'actualité de la semaine. Alors, place maintenant à notre premier sujet Racine, qui est d'ailleurs historique. Le 12 mai 2026, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République, promulgue la loi numéro 2026-10, modifiant le code électoral publié au journal officiel le 15 mai dernier, et contresigné par le premier ministre Ousmane Sonko lui-même. Racine, les faits et l'analyse. La loi réécrit entièrement l'article L29. Elle plafonne à 5 ans la durée d'inéligibilité. Elle supprime purement et simplement l'article L30 qui privait automatiquement du droit d'inscription toute personne condamnée à une amende supérieure à 200 000 francs CFA. Ce que ça change concrètement, Ablaï, Ousmane Sonko retrouve son éligibilité. La voie vers 2029 lui est ouverte, comme l'avait déjà dit Maître Aïssata Tall Sall. Mais voilà le paradoxe profond actuellement. Cette loi porte deux signatures, celle de Diomaye en tant que président et celle de Sonko comme premier ministre. Diomaye a contresigné la réhabilitation politique de Sonko. Sonko a contresigné sa propre éligibilité. L'ironie est profonde. Diomaye promulgue pour éviter la crise, il préfère un Sonko éligible et calculable plutôt qu'un Sonko bloqué et ingérable. Un Sonko qui peut candidater. C'est un Sonko qui a quelque chose à perdre. Sonko obtient son éligibilité. C'est une victoire juridique majeure pour lui. Mais il reste sous l'autorité de Diomaye. La guerre politique continue. Du côté de l'opposition, Taku Wallu a fait un choix stratégique surprenant. Elle n'a pas attaqué ces réformes devant le Conseil constitutionnel. Elle a préféré le tribunal politique, celui du peuple. Elle dit aux Sénégalais, regardez ce qui vient de se passer. Regardez pour qui cette loi a été faite et souvenez-vous-en en 2029. C'est le pari du temps long et dans les cercles diplomatiques, des voix se font entendre sur le fait que certains acteurs auraient préféré éviter une confrontation judiciaire qui aurait pu déborder bien au-delà du champ politique sénégalais. Dans un contexte où le Sénégal est regardé par la communauté internationale comme étant un pays très stable et qui a ses propres exigences, mon verdict, pas de grand gagnant, un équilibre instable, stable en surface, mais explosif en profondeur à Blaye. Alors, comme disent les Anglais, wait and see. Attendons donc de voir. Place maintenant à notre deuxième sujet. Le 15 mai 2026, Ousmane Sonko convoque son état-major à sa résidence de la cité Keur Gorgui, pas au Petit Palais. Chez lui, El Malik Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale, appelle ça une simple réunion de travail. Mais Ousmane Sonko a quitté le Petit Palais. Racine les signaux. Ablaï, trois signaux à lire ensemble. Signal numéro 1, Sonko quitte le Petit Palais, le logement du Premier ministre, de fonction du Premier ministre, symbole de l'autorité institutionnelle. Dans le contexte actuel, c'est un signal politique fort, pas un choix anodin. Signal numéro 2, il réunit son état-major dans sa résidence privée, pas à la primature. Cette réunion n'est pas gouvernementale, c'est une réunion politique. Sonko réunit Pastef par le gouvernement, il sépare clairement ces deux casquettes. Premier ministre d'un côté et président de Pastef de l'autre. Et le signal numéro 3, la réunion intervient une semaine après le meeting de Mbour de la coalition Diomaye président. Pendant que Diomaye structure sa propre coalition, Sonko structure son propre parti. Deux camps, deux stratégies, sous le même toit institutionnel. Et
c'est la polarisation interne du pouvoir. 2 lectures honnêtes, lecture optimiste, coordination pour le congrès du 6 juin, Pastef se structure pour 2017. Lecture réaliste, Sonko évalue son rapport de force, se demande si le moment est venu, c'est le bon moment de poser ses conditions à son maintien du gouvernement ou pas. Simple réunion de travail, cette formule ne convainc personne. Ne convainc personne. La réponse, on l'aura, Inch'Allah, le 6 juin. Ablaye. Alors, on passe maintenant à notre troisième sujet racine. Le premier congrès national donc de PASTEF, annoncé pour le 6 juin 2026 à Dakar. Premier congrès du parti depuis l'accession au pouvoir. Racine, pourquoi ce congrès est-il si décisif? Ce congrès est très décisif, comme vous l'avez dit. C'est le premier congrès qu'ils sont au pouvoir. C'est un parti au pouvoir. Et il y a 3 raisons fondamentales. Raison numéro 1, c'est le moment où PASTEF définit ce qu'il est maintenant qu'il gouverne. Parti de gouvernement ou parti de transformation radicale, uni derrière Sonko ou en train de se redéfinir autour de Diomaye. Raison numéro 2, la question Sonko-Diomaye sera au cœur du Congrès, même si personne ne le dira ouvertement. Rappelons que la Constitution, dans son article 38, interdit à Diomaye d'exercer la fonction de chef de parti. Il peut être présent au Congrès, mais comme président de la République, il est au-dessus du parti, pas comme dirigeant. Qui sera au centre de la scène, Sonko ou Diomaye? Ce seul détail protocolaire dira tout sur le rapport de force réel. Raison numéro 3, Sonko vient de récupérer son éligibilité. Il va utiliser ce congrès pour envoyer un signal clair. Je suis libre, je peux candidater en 2029, je reste dans la course. Et ma conclusion, mon cher Ablaye, le 6 juin sera peut-être le dernier moment où les 2 hommes feront semblant d'être dans le même camp. Les lignes seront plus claires pour tout le monde. Alors, Racine, avant de conclure, nous allons aborder notre quatrième et dernier sujet, le plus stratégique d'ailleurs ce soir face à toutes les tensions. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lance un appel au dialogue national. Il invite toutes les forces vives de la nation à se retrouver autour d'une même table. Racine, geste sincère ou stratégie politique calculée? Ça, c'est une grande question, mon cher Ablaye. Aujourd'hui, permettez-moi d'abord de poser une question que beaucoup n'osent pas poser. Qui va s'asseoir à cette table? Car si la réponse inclut d'anciens premiers ministres, d'anciens membres de gouvernement, des personnalités qui ont déjà sollicité le suffrage des Sénégalais et que les urnes ont clairement reconduit à leur domicile, alors il faut se poser la question de la légitimité de cette concertation, mon cher Ablaye. Convier ces profils à éclairer la marche du pays, la marche du pouvoir, c'est accorder une légitimité que le peuple leur a refusée expressément. Et leur bilan parle de lui-même. Aucun engagement substantiel en faveur de la réduction des inégalités sociales. Aucune rupture notable avec les logiques de prédation que le régime actuel prétend précisément combattre. Alors, qu'est-ce qu'ils apporteront à ce dialogue, sinon leur capacité à négocier leur propre réhabilitation politique? C'est analytiquement, Ablaye, davantage de calcul politique que de service de l'intérêt général, mon cher Ablaye. Mais l'argument du gouvernement Racine, c'est le rassemblement national, le dépassement des clivages. Que répondez-vous à tout cela? Ce que je réponds à cet argument, le dépassement des clivages, je réponds avec un constat simple. Le Sénégal ne souffre d'aucun blocage institutionnel qui justifierait une telle concertation. La Constitution fonctionne, les institutions existent, l'Assemblée nationale légifère, le gouvernement gouverne, les juridictions statuent. Ce qui fait défaut, ce n'est pas le cadre institutionnel, c'est la volonté politique de mobiliser au service d'une transformation réelle de ce pays. Le véritable problème, mon cher Ablaye, du Sénégal d'aujourd'hui, c'est un déficit de leadership. Pas de leadership au sens de la posture, pas de leadership au sens de la communication, mais je parle plutôt de leadership au sens profond, la capacité à décider, à agir et à assumer, mon cher Ablaye. Racine, à propos de ce déficit, il se voit comment dans le quotidien des Sénégalais, en fait?
Oui, ça se voit dans le quotidien des Sénégalais sous plusieurs aspects. Et les faits sont là et ils sont éloquents. À la veille de la Tabaski, les agents de l'État attendent leur salaire comme on attend un miracle. Ils ne savent pas si leur salaire arrivera à temps. L'État ne parvient pas à garantir le paiement régulier de ses propres agents. C'est le signe d'une gestion publique qui vacille. Et il y a plus grave encore, les systèmes informatiques de l'administration publique sénégalaise sont frappés d'attaques cybercriminelles paralysant des systèmes essentiels déjà fragilisés. Sans aucune stratégie crédible de cybersécurité nationale ne soit visible à l'horizon. Aujourd'hui, en 2026, dans un monde où la guerre numérique est aussi réelle que la guerre militaire, le Sénégal n'a pas encore de bouclier digne de ce nom pour faire face. C'est une vulnérabilité stratégique que personne ne semble prendre à sa juste mesure, mon cher Ablaï. Alors, Racine, c'est quoi le verdict final sur ce dialogue national? Le verdict final, mon cher Ablaï, pour ce dialogue national sera un peu mitigé et je le prononcerai avec gravité. 2 ans après une alternance portée par une promesse de rupture, une promesse que des millions de Sénégalais ont cru, ont voté, ont espéré. Convoquer un dialogue national aujourd'hui revient à confesser publiquement une impasse. C'est dire, nous ne savons plus très bien où aller. Venez nous indiquer la direction. Ce n'est pas du dialogue, c'est de l'aveu. Et les Sénégalais ordinaires, comme vous et moi, ceux qui attendent leur salaire, ceux qui préparent la tabaski dans la difficulté, ceux dont les dossiers administratifs sont bloqués par des cyberattaques, ces Sénégalais-là, mon cher Ablaï, n'ont pas besoin d'une table ronde. Ils ont besoin d'un État qui décide, d'un gouvernement qui agit et d'un leadership qui assume. C'est la promesse qui a été faite. Et lors des élections du 24 mars 2024. C'est la promesse qui attend encore d'être tenue, mon cher Ablaï. Alors, en conclusion, Racine, nous dirons, voilà, en un quart de temps, un code 4 sujets en un quart de temps, un code électoral promulgué, équilibre instable entre 4 joueurs, un premier ministre qui structure son propre camp, loin du petit palais, un congrès donc de PASTEF le 6 juin qui se profile à l'horizon, moment de vérité entre 2 hommes qui gouvernent ensemble, mais qui se préparent séparément et un dialogue national qui soulève la question la plus fondamentale de toutes. 2 ans après la rupture promise, où en est-on vraiment, Racine, le mot de la fin? Merci, mon mot de la fin, mon cher Ablaï. Ce soir, c'est pour les Sénégalais ordinaires, pas pour les acteurs politiques, pas pour les stratèges de 2029, pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui attendent leur salaire, pour ceux qui préparent la tabaski dans la dignité. Malgré tout, la vraie question politique du Sénégal de 2026, ce n'est pas Sonko contre Diomaye, ce n'est pas le 6 juin, ce n'est pas 2029, c'est est-ce que ce pays profite enfin de ses ressources pour améliorer concrètement la vie de son peuple. C'est pour poser cette question haut et fort que Regard sur le Sénégal existe, mon cher Ablaï, sans complaisance, sans partisanerie. Alors, merci Racine. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes, Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast, RSS. Cherchez Regard sur le Sénégal. Bonne nuit à tous et à toutes et à très bientôt. Merci, Ablaï.